Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux élus légitimes du peuple congolais, je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude pour l'engagement et la passion avec lesquels vous avez abordé les questions essentielles soulevées lors de ce débat crucial sur le projet de loi de finances pour l'année 2025. Vos préoccupations, qu'elles concernent la croissance économique, la diversification de notre économie, la gestion budgétaire, la promotion du capital humain de nos concitoyens ou le soutien au développement de nos 145 territoires, témoignent de votre attachement indéfectible à notre nation et à ses citoyens. Ce soir, après plus de 9 heures d'échanges enrichissants, je souhaite apporter des réponses à vos interrogations, clarifier nos choix budgétaires et surtout vous convaincre que ces mesures visant l'amélioration du bien-être de nos concitoyens et le dynamisme de notre économie. Ensemble, faisons de ce débat un espace constructif propice à l'émergence de solutions innovantes et durables pour notre pays. Avant de me plonger dans cet exercice républicain, je voudrais saluer l'engagement des élus légitimes du peuple congolais que vous êtes. Par la qualité et la pertinence de vos interventions, vous avez une fois de plus démontré votre volonté affirmée d'aider notre pays à progresser et de faire vivre notre jeune démocratie, en exerçant sans complaisance votre mission constitutionnelle, tant au niveau du vote des lois que du contrôle de l'action gouvernementale. Vos préoccupations montrent clairement l'attention soutenue de la Chambre basse du Parlement, autorité budgétaire pour le bon fonctionnement de l'action publique. Une chose est certaine, de ce débat a émergé une nouvelle lumière, éclairant désormais le chemin vers l'émergence économique et sociale tant attendue par notre peuple. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés, dignes représentants du peuple, au cours de cette plénière, les honorables députés ont exprimé plusieurs préoccupations qui peuvent être classées en 6 grandes catégories suivantes. Premièrement, une préoccupation d'ordre général portant principalement sur le réalisme du budget examiné et la nécessité de stabiliser le cadre macroéconomique. Deuxièmement, préoccupations spécifiques liées aux dépenses dans toutes leurs catégories. Troisièmement, des préoccupations relatives aux recettes projetées ainsi qu'aux mesures fiscales associées. Quatrièmement, des préoccupations concernant la décentralisation financière, en particulier le transfert de 40% des recettes à caractère national et de 10% de la caisse de péréquation. Cinquièmement, préoccupations concernant les budgets annexes et les comptes spéciaux. Et enfin, sixièmement, préoccupations liées à l'exécution du budget et au respect des procédures y afférentes. Ces points mettent en lumière les attentes des députés et soulignent l'importance d'un dialogue constructif pour garantir la viabilité et l'efficacité de notre cadre budgétaire. En ce qui concerne les préoccupations d'ordre général, plusieurs questions ont été soulevées, notamment en relation avec l'agencement du programme d'action du gouvernement et du projet de loi actuellement en examen, ainsi qu'en ce qui concerne le réalisme du budget et le cadrage macroéconomique. Je tiens à rassurer les honorables députés que le projet de budget 2025 a bel et bien intégré les priorités du programme du gouvernement. Comme vous le savez, ces priorités portent principalement sur les secteurs sociaux et sur la sécurité des personnes et de leurs biens. Par exemple, pour le secteur de la santé, le projet de budget pour 2025 alloue un montant de 5 923,4 milliards de francs congolais, ce qui représente une augmentation de 12,2% par rapport au budget de 2024. De même, le secteur de la sécurité bénéficiera d'une augmentation de 22% dans le projet de budget 2025, représentant un montant de 5 073,4 milliards de francs congolais. Concernant le réalisme du budget, je souhaite rappeler à cette honorable Assemblée que l'élaboration du budget se fait dans le respect strict
des principes budgétaires énoncés à l'article 4 de la loi relative aux finances publiques. Parmi ces principes figure celui de la sincérité budgétaire qui impose à l'État de présenter ses ressources et ses charges de manière transparente. Cette sincérité est évaluée en fonction des informations disponibles et des prévisions qui en découlent. C'est en vertu de ce principe que le présent projet de loi de finances prend en compte les éléments du cadrage macroéconomique préalablement établi par le ministère du Plan, conformément à l'article 13 de la LOFIP. Concernant l'inflation moyenne mentionnée, celle-ci est projetée à une baisse de 7,2% en 2025 par rapport à son niveau de 17,5% en 2024. À la fin de la période, elle devrait se stabiliser à 9,2%, reflétant ainsi les efforts conjoints du gouvernement et de la Banque centrale du Congo pour coordonner la politique budgétaire et monétaire. Enfin, la projection du taux de change à la fin de la période s'établit à 2976 francs congolais pour $1 américain en 2025 contre 2932,1 francs congolais en 2024. Cette prévision prend en compte les chocs endogènes et exogènes potentiels affectant les secteurs réels et extérieurs. Néanmoins, le gouvernement s'engage à intensifier ses efforts pour stabiliser le taux de change à un niveau inférieur à celui prévu. Honorable Président, honorables députés membres du Bureau, honorables députés représentants du peuple, en abordant les préoccupations spécifiques liées aux recettes, j'ai pris note des interventions des élus du peuple congolais qui soulèvent plusieurs points importants. Les raisons expliquant le faible niveau des recettes internes prévues dans le budget 2025 par rapport aux projections établies dans le programme d'action du gouvernement. L'impact des réformes envisagées dans ce projet de loi de finances sur la mobilisation des recettes, en particulier l'instauration de factures normalisées ainsi que la vente des permis de conduire et des plaques d'immatriculation. La contribution des entreprises relevant du portefeuille de l'État au budget national. La capacité du gouvernement à atteindre les objectifs de recettes projetés, l'augmentation annuelle des recettes sans amélioration significative des conditions de vie de la population. Ces préoccupations soulignent l'importance d'une analyse approfondie des mécanismes de mobilisation des ressources et des effets sur le quotidien des Congolais. Concernant l'impact des réformes sur la mobilisation des recettes, l'instauration des factures normalisées a pour objectif d'améliorer les recettes issues de la TVA qui devraient augmenter de 20,8% par rapport à leur niveau initial. De plus, les recettes attendues de la vente des permis de conduire devraient également connaître une hausse de 13%. Ces mesures s'inscrivent parfaitement dans l'objectif d'une mobilisation accrue des ressources. En ce qui concerne les entreprises relevant du portefeuille de l'État, elles contribuent à hauteur de 13,5% des recettes non fiscales, hors production pétrolière et ressources SICOMI. Ces entreprises affichent un taux d'accroissement impressionnant de 290,3% par rapport à l'assignation de l'exercice 2024, principalement grâce aux dividendes anticipés de la société Kamoa Copper pour l'exercice 2025. À la fin de juin de l'année en cours, les dites entreprises avaient mobilisé 26,9 milliards de francs congolais, ce qui représente un taux de réalisation de 95% par rapport aux prévisions linéaires. En ce qui concerne les entreprises du portefeuille, elles représentent 13,5% des recettes non fiscales, ça je viens de le dire. Alors, s'agissant particulièrement des actifs de l'État dans les sociétés minières, le ministre du portefeuille a demandé à tous les mandataires des dites sociétés de lui transmettre la liste exhaustive de tous les actifs, y compris ceux dormants, pour une meilleure exploitation dans l'intérêt de l'État. S'agissant de la Sokimo en particulier,
Une mission d'audit assurée par le Conseil supérieur du portefeuille est à pied d'œuvre et ses conclusions devront guider le gouvernement dans la prise de décisions conséquentes. Quant à la société Triomphe, dans laquelle l'État détenait 30% des parts jusqu'à il y a 2 mois, le gouvernement de la République l'a placé parmi ses priorités, étant donné d'une part son lien avec le développement de l'agriculture et la création des emplois. D'autre part, la nécessité de rentabiliser les investissements consentis par l'État à cet effet. Il y a lieu de porter à l'attention de la plénière que compte tenu de l'importance stratégique de cette entreprise, le gouvernement a obtenu au mois de septembre dernier l'augmentation de ses parts dans le capital de l'entreprise s'élevant désormais à 45%. Par ailleurs, le projet de loi de finances sous examen est accompagné du document numéro 12 relatif au rapport sur la situation financière consolidée des entreprises publiques à travers lequel la représentation nationale pourra apprécier la gouvernance financière des entreprises publiques et s'assurer des atouts et des risques pouvant découler de la gestion de ces entités économiques sur les finances publiques de notre pays. Pour votre gouverne, le gouvernement s'est doté, pour la première fois depuis des décennies, d'une politique générale des entreprises du portefeuille arrimée sur la politique budgétaire et axée sur l'amélioration de la gouvernance, la gestion axée sur les résultats et l'investissement en faveur des entreprises structurantes et porteuses de croissance. À noter que les subventions du gouvernement visent désormais les entreprises structurantes et à potentiel de croissance élevé, dont notamment la MIBA, Kisenge Manganese, Congo Airways, l'entreprise générale du cobalt, Soteski, Sinat et Primera Gold. Ainsi, pour l'exercice 2025, il est prévu notamment un appui à la relance des entreprises du portefeuille à hauteur de 150 milliards de francs congolais. S'agissant de la rémunération des mandataires non actifs, je tiens à vous rassurer que cette question est résolue par la signature de 2 décrets portant statut des mandataires publics qui, du reste, fixent parmi les critères le profil et la rentabilité de ces entreprises, le plafonnement des rémunérations des mandataires qui tiennent compte de la performance. En ce qui concerne les préoccupations de certains honorables, députés relatives à l'inadéquation entre l'augmentation de la production minière et la faible contribution au budget de l'État, il y a lieu de noter que votre gouvernement, conscient de cette problématique, a initié à travers le ministère du portefeuille une réforme en vue d'accroître la part du secteur minier à travers d'une part le rééquilibrage des contrats et d'autre part à travers un mécanisme qui permettrait aux dividendes générés par les entreprises du portefeuille de l'État qui sont en joint venture et en contrat d'amortissement avec les privés de les reverser en partie à l'État propriétaire. Ceci permettra de réaliser l'adéquation entre l'accroissement de la production minière et sa contribution au budget de l'État. À titre illustratif, pour la seule année 2023, la production de cuivre a atteint 2 840 000 tonnes. En rapport avec l'atteinte des assignations des recettes du pouvoir central, le gouvernement voudrait rassurer l'auguste Assemblée quant à la rigueur avec laquelle ces recettes ont été projetées. Ces recettes se reposent également sur la volonté du gouvernement d'améliorer l'espace budgétaire à travers l'élargissement de l'assiette fiscale et la poursuite des réformes fiscales et douanières amorcées les dernières années en vue de relever la pression fiscale par entre autres la fiscalisation du secteur informel et la promotion du civisme fiscal. Subsidiairement aux mesures fiscales évoquées lors de l'investiture, mon gouvernement préconise notamment l'identification des contribuables congolais en leur attribuant le numéro d'identification fiscale et ce, en vue d'élargir l'assiette fiscale. Le maintien des missions de patrouille financière au niveau des administrations financières et des services d'assiette, la sensibilisation de la population au civisme fiscal, la poursuite de la migration vers la biométrisation des données des contribuables personnes physiques et morales,
le renforcement du dispositif de lutte contre la fraude et la contrebande, la rationalisation de la liste des marchandises contenues dans le Code des assises, la rationalisation des dépenses fiscales, la poursuite de la signature des arrêtés interministériels fixant les taux de droits, taxes et redevances et l'évaluation de la mise en application des dispositions du Code minier révisé, plus particulièrement la mise en application du régime fiscal. Concernant l'augmentation des recettes annuelles et le vécu de la population, il est essentiel que ces revenus soient alloués au financement des projets structurants et sociaux en vue d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Parmi ces projets figurent la gratuité de l'enseignement primaire, la construction et la réhabilitation d'infrastructures de base telles que les routes principales et les voies d'accès agricoles, les écoles et les centres de santé. De plus, il est crucial de promouvoir l'électrification des zones rurales et l'accès à l'eau potable via des forages et des puits. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, en ce qui concerne les enjeux liés aux dépenses, le gouvernement a pris en compte certaines préoccupations, notamment concernant la dette publique, les salaires, l'acquisition des biens et de matériel, les transferts et interventions de l'État, ainsi que les investissements et les dépenses exceptionnelles. Il convient également de souligner que l'allocation des ressources a donné la priorité aux dépenses incontournables. Cela inclut le service de la dette, les dépenses salariales, les rétrocessions aux administrations financières, ainsi que 40% des recettes de caractère national. De plus, les charges pesant sur les recettes, notamment les dépenses liées à la sécurité, exercent une pression significative sur notre budget. En ce qui concerne la dette publique, les préoccupations exprimées par les honorables députés se concentrent sur les éléments suivants. La dette publique se compose d'une dette intérieure s'élevant à 1275,4 milliards de francs congolais et d'une dette extérieure de 400 milliards de francs congolais. La dette intérieure est en adéquation avec la nouvelle stratégie de désendettement mise en place par le gouvernement qui vise à générer un impact socio-économique positif par le règlement des créances dues aux fournisseurs et entrepreneurs. Cela s'inscrit dans une démarche plus large de promotion de la classe moyenne. Cette dette comprend également le remboursement des arriérés de la subvention pétrolière estimée à environ 400 milliards de francs congolais. Quant à la dette extérieure, elle englobe le remboursement des arriérés ainsi que le paiement du principal et des intérêts conformément à la stratégie de gestion de la dette à moyen terme. Cela se fait en respectant les échéanciers et les conventions établies entre la République démocratique du Congo et ses partenaires financiers. Concernant les dépenses salariales, les honorables députés ont souligné 2 points principaux. La faiblesse de l'enveloppe salariale par rapport aux besoins exprimés, les disparités de rémunération entre les agents et les fonctionnaires de l'État. En ce qui concerne les rémunérations, il est important de rappeler à cette auguste Assemblée qu'elles vont augmenter de 18,3% par rapport à leur niveau de 2024 afin de prendre en compte, dans la mesure du possible, les diverses revendications des syndicats. Je souhaite également mentionner que votre gouvernement a récemment conclu des accords avec les syndicats dans les secteurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la santé publique. Ces engagements sont déjà en cours d'application depuis le 3e trimestre pour certains d'entre eux et se poursuivront au 4e trimestre de cette année. Ces accords intègrent les principales actions de politique salariale notamment, un montant de 190,5 milliards de francs congolais en faveur des enseignants dans le cadre du protocole d'accord de Bibois 2024, une allocation de 28 milliards de francs congolais pour les médecins et les professionnels de la santé en continuant la mise en œuvre du barème de Bibois 2022, le recrutement de 9 000 policiers et de 9 000 militaires avec un impact budgétaire respectif de 19 milliards de francs congolais et 29 milliards de francs congolais.
Par ailleurs, le gouvernement s'engage à améliorer les conditions salariales des agents et fonctionnaires de l'État en adoptant une approche progressive pour mettre en œuvre une politique salariale efficace conformément aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Il convient de noter que votre gouvernement a hérité d'un passif difficile, comprenant plusieurs arrêtés d'admission sous statut et un stock important de barèmes salariaux non réglés. Tout cela dans un contexte où le respect des critères de rémunération convenus avec nos partenaires du Fonds monétaire international s'avère contraignant avec un objectif fixé à 5% du PIB. Je tiens à rappeler que parmi les engagements pris envers les syndicats, votre gouvernement a déjà réalisé les actions suivantes. La réduction du taux de l'IPR de 15% à 3% en faveur des agents et fonctionnaires de l'État. La mécanisation de 171 000 agents supplémentaires auparavant non payés depuis 2021. La régularisation de la situation administrative de 27 000 agents par promotion et titularisation, ainsi que l'ouverture de 5 000 postes au concours dans divers ministères. L'amélioration de la sécurité sociale par le passage d'un régime octroyé à un régime contributif et l'opérationnalisation d'un régime de sécurité sociale complémentaire capitalisé sur les primes permanentes. Il est à noter qu'entre le 4e trimestre 2021 et le 3e trimestre 2024, plusieurs actions ont été réalisées, parmi lesquelles l'alignement de 34 851 agents de toutes les catégories professionnelles à la prime de risque, la signature de 2 vagues d'arrêtés pour régulariser administrativement la situation de 91 117 agents, leur numéro matricule étant désormais attribué, ce qui constitue une avancée significative dans la gestion des ressources humaines du secteur public. La mécanisation au traitement de base de 15 803 agents dans le secteur de la santé et l'augmentation du nombre d'enseignants mécanisés passant de 450 000 en 2020 à 701 000 en 2024. Il est également important de souligner que l'objectif de création de 6 millions d'emplois tel que préconisé dans le programme du gouvernement ne sera pas uniquement réalisé dans le secteur public, mais surtout dans le secteur privé, grâce aux mesures d'amélioration du climat des affaires mises en place par votre gouvernement. Néanmoins, le gouvernement partage entièrement l'inquiétude des honorables députés concernant l'amélioration des conditions salariales des agents et fonctionnaires de l'État et prend note des observations pertinentes qui ont été formulées. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les honorables députés ont principalement axé leurs préoccupations sur les points suivants. Les dépenses liées aux biens matériels et prestations, qui s'élèvent à 4 844,4 milliards de francs congolais, englobent non seulement le fonctionnement des institutions, mais prennent également en compte l'instruction du chef de l'État visant à réduire le train de vie des dites institutions. De plus, plusieurs actions importantes sont envisagées dans ce cadre, telles que le fonctionnement des écoles et des bureaux gestionnaires dans le cadre de la gratuité de l'enseignement primaire, la production des permis de conduire, comme je l'ai déjà dit, la mise en place des cantines scolaires avec le soutien de l'Alliance française de développement, la réforme de l'administration publique et l'appui aux réformes structurelles. Concernant les transferts et interventions de l'État, les honorables députés ont particulièrement souligné les enjeux ci-après qui devront être pris en considération. Il s'agit de l'octroi de subventions aux entreprises publiques qui est destiné au paiement de la dette sociale et des salaires au détriment des investissements productifs, de l'absence d'un business plan et d'un plan de relance pour ces entreprises ainsi que la nécessité d'une gestion axée sur les résultats, l'insuffisance des crédits alloués aux entreprises du portefeuille, la question du paiement des salaires des mandataires non actifs, comme je l'ai déjà souligné, l'importance de prendre en compte la jeunesse dans le projet de loi actuellement examiné, la nécessité d'inclure les établissements publics et les entreprises du portefeuille dans le budget, la prise en compte des ONG dans le budget et la prise en charge des conseillers communaux.
Concernant les entreprises du portefeuille, le gouvernement a adopté pour la première fois depuis des décennies une politique générale alignée sur la politique budgétaire axée sur plusieurs objectifs clés. Je pense que je l'ai dit, amélioration de la gouvernance, la gestion axée sur les résultats, l'investissement en faveur des entreprises structurantes et porteuses de croissance. Il convient de souligner que le gouvernement utilise 4 modèles de financement complémentaires, à savoir la subvention directe, la politique de désendettement des entreprises publiques, en particulier en ce qui concerne la dette fiscale, le paiement des créances des entreprises envers l'État, le partenariat public-privé, impliquant, comme je l'ai dit, un certain nombre d'entreprises publiques. Par ailleurs, la prise en compte de la jeunesse est l'un des objectifs phares du programme d'action du gouvernement. Plusieurs projets intégrés dans le projet de loi en cours d'examen visent à encadrer les jeunes afin de les aider à devenir entrepreneurs et ainsi à créer une classe moyenne. À titre d'illustration, des crédits d'un montant de 117,7 milliards de francs congolais sont alloués au ministère de l'Agriculture, du Développement rural, de la jeunesse, des PME et de l'industrie, ainsi qu'à l'emploi et au travail pour la réalisation d'actions telles que la construction de centres d'encadrement des jeunes en milieu rural, la mise en œuvre des projets de soutien au développement et à l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur agricole, l'appui aux centres socio-professionnels pour les jeunes, le soutien aux incubateurs d'emploi pour les jeunes. De plus, le gouvernement a lancé le programme d'urgence intégré de développement communautaire, initiative ambitieuse initiée par le chef de l'État qui cible spécifiquement les jeunes au sein des 1453 entités territoriales décentralisées. Ce projet bénéficie également d'une intervention sociale intégrée dans le budget en cours d'examen. Il en va de même pour les subventions accordées au FOGEC, à l'ANADEC et le Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, qui vise à renforcer le soutien aux initiatives locales. Il est important de noter que les établissements publics disposent d'une autonomie financière et administrative. Cependant, en cas de besoin, le gouvernement intervient en leur faveur en leur attribuant certaines subventions afin de leur permettre de maintenir un équilibre financier. Cette approche s'applique également aux entreprises du portefeuille. Pour l'exercice 2025, un soutien à la relance des entreprises du portefeuille, notamment MIBA, SINAT, Soteski, est prévu s'élevant à 130 milliards de francs congolais. En outre, un appui de 23,5 milliards de francs congolais est destiné à l'ANSER et à l'autorité de régulation de l'énergie. En outre, la question de la surabondance des ONG recevant des subventions de l'État est un sujet préoccupant. Bien que ces ONG aient un rôle essentiel dans l'appui aux missions du gouvernement, un effort est en cours pour rationaliser les subventions qui leur sont accordées dans le but de limiter le nombre de bénéficiaires en raison de la contrainte budgétaire. De plus, l'octroi de ces subventions sera soumis à la présentation de leur état financier certifié pour l'exercice le plus récent. Il est à noter que les transferts et subventions prévoient le transfert aux provinces et aux ETD au titre de fonctionnement, ce qui prendra également en compte la rémunération des conseillers communaux pour un montant estimé à 1095,8 milliards de francs congolais. Concernant les investissements, les préoccupations exprimées par les honorables députés se sont focalisées sur la priorisation des dépenses d'investissement dans le budget, la diversification de l'économie, le programme de développement local des 145 territoires. À ce sujet, il est essentiel de souligner que le gouvernement accorde une importance particulière aux investissements qui constituent une part significative du budget. Pour rappel, les investissements prévus dans ce projet de loi s'élèvent à 21 964,7 milliards de francs congolais, représentant 48,4% des dépenses du budget général avec un taux de croissance de 18,2% par rapport à l'année 2024. Les dépenses d'investissement sont principalement orientées vers les projets des secteurs sociaux et ceux générateurs de croissance conformément aux orientations du programme d'action du gouvernement pour favoriser la diversification de l'économie. En outre, en plus du PDL 145 territoires,
le gouvernement lance un vaste programme d'investissement tiré de la cession d'actifs miniers résultant de la renégociation du contrat sino-congolais. Pour l'exercice 2025, une enveloppe de 957,2 milliards de francs congolais est prévue, spécifiquement dédiée aux infrastructures routières. Ce programme d'investissement ne se limitera pas à 2025. Il se poursuivra chaque année avec un portefeuille d'actifs diversifié couvrant l'ensemble du territoire. À cet égard, une provision budgétaire de 300 millions de dollars par an est envisagée sur une durée de 15 ans, garantissant que toutes les provinces bénéficient de ce soutien. Quant au PDL 145 territoires, il découle de la vision du président de la République, chef de l'État, comme vous le savez. Son objectif est d'améliorer rapidement les conditions de vie des populations rurales, longtemps laissées pour compte, et de dynamiser le développement de la République démocratique du Congo à partir de la base, en respectant les principes d'équité territoriale et sociale. Durant la première phase de ce programme, le PDL a démarré avec 2 volets. Le premier qui concerne la construction de 2130 ouvrages sociaux, avec 1198 écoles, 788 centres de santé, 145 bâtiments administratifs. Ce volet a été financé sur les ressources des droits des tirages spéciaux à hauteur de 511 millions de dollars américains, dont la totalité a été déjà mobilisée par le gouvernement et transférée aux agences d'exécution. Au volet 2, la réhabilitation des 40 000 km de routes de desserte agricole. Ce volet a démarré avec la mise à disposition de 12 millions de dollars en faveur des agences d'exécution pour les études de faisabilité, ce qui a été fait. Bien que le financement par DTS ait pris fin, le gouvernement a mis en place des mesures pour assurer la poursuite régulière de ce programme qui vient de recevoir un décaissement de 60 millions de dollars, comme l'a annoncé le ministre des Finances devant votre auguste Assemblée lors de la présentation du projet de loi portant reddition des comptes. Enfin, l'élargissement de ce programme à d'autres secteurs socio-économiques au niveau local, notamment les mini-barrages hydroélectriques, ne pourra être envisagé qu'après une évaluation de la première phase en tenant compte des attentes de la population et des réalisations constatées sur le terrain. Concernant les dépenses exceptionnelles, les préoccupations des honorables députés ont principalement porté sur les points suivants. Les élus du peuple ont soulevé la question du décaissement des fonds en faveur des entités territoriales décentralisées et l'effectivité de la caisse de péréquation. À cet égard, le gouvernement de la République envisage la mise en place de mécanismes permettant un décaissement direct en faveur des ETD. De plus, les textes régissant l'organisation et le fonctionnement de la caisse de péréquation ainsi que la nomination de ses responsables ont été adoptés. Cependant, il reste à consolider les modalités pratiques de la gestion financière et des projets en vue d'équilibrer le développement des provinces et des ETD. Dans cette optique, le gouvernement prévoit d'organiser un atelier en collaboration avec le Parlement afin de définir les modalités pratiques pour garantir une mise en œuvre efficace. Dans le contexte de la nécessité d'appuyer l'effort de diversification de l'économie, une attention particulière sera accordée au financement des projets de développement dans les secteurs agricoles. Donc évidemment, on parle d'agriculture, de développement rural, de pêche et élevage pour l'exercice 2025. Cela permettra aux gestionnaires de crédit d'engager des dépenses à partir du fonds de péréquation pour la réalisation de ces projets d'investissement en attendant les conclusions de l'atelier mentionné. Concernant les budgets annexes et les comptes spéciaux, il est important d'informer votre auguste Assemblée que le gouvernement a organisé un atelier de reclassement des organismes auxiliaires conformément à l'article 231 de la loi organique des finances publiques à l'OFIP. Ce reclassement a permis d'identifier 10 organismes auxiliaires répondant aux critères des budgets annexes tels que définis à l'article 56 de la LOFIP. Il convient de rappeler que 5 budgets annexes issus de ce reclassement ont été intégrés dans la loi de finances initiale de 2024 et leur prise en compte se fera de manière progressive jusqu'à l'assainissement total des structures de santé et d'enseignement supérieur et universitaire qui relèvent actuellement des budgets annexes.
En ce qui concerne, c'est presque fini, je vous le promets. En ce qui concerne les préoccupations liées à l'exécution des budgets, votre gouvernement a relevé des points d'intervention, notamment la faible exécution des dépenses d'investissement, les dépassements budgétaires sur certaines lignes. S'agissant de l'exécution des investissements, il convient de noter qu'à fin juin 2024, les projets du gouvernement central ont été réalisés à hauteur de 124,5%, tandis que les décaissements des ressources extérieures pour le financement des investissements s'établissent à 55,1%. Un effort significatif est actuellement déployé pour améliorer le niveau d'exécution des investissements dans leur ensemble. Parmi les mesures envisagées figurent la numérisation du système de passation des marchés afin de réduire les délais de traitement des dossiers d'appel d'offres. Par ailleurs, le gouvernement s'efforce d'améliorer la qualité des investissements grâce à l'approche PIMA, Public Investment Management Assessment, qui vise à identifier les projets d'investissement depuis leur planification jusqu'à leur exécution effective tout en respectant les critères de transparence et de responsabilité. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple congolais. Alors que nous clôturons ce débat crucial sur le projet de loi de finances pour l'année 2025, mes pensées se tournent vers nos compatriotes en détresse dans la partie nord-est de notre pays. Je pense à ces milliers d'enfants, de femmes, d'hommes qui souffrent, qui sont violentés jour et nuit, qui sont en errance sur leur propre terre. Je voudrais leur réitérer toute la solidarité de l'État et leur assure que nous tiendrons toujours à leur côté jusqu'à la libération de nos territoires occupés. Je voudrais aussi rendre un vibrant hommage à nos vaillants soldats qui se battent avec courage pour défendre notre mère patrie contre la barbarie de l'armée rwandaise et de ses supplétifs. Cette guerre, c'est votre première ministre qui vous le dit, nous allons la gagner. Je suis consciente des nombreuses attentes sociales partout à travers le pays du fait notamment d'un lourd passif que nous avons hérité. Pour autant, nous n'allons pas nous dérober et nous ferons face à nos responsabilités, toutes nos responsabilités. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés dignes élus du peuple, cette loi de finances n'est pas qu'un simple document. Elle est le reflet de notre vision collective pour un avenir meilleur et plus prospère. Elle incarne nos priorités, notre volonté de diversifier notre économie, de renforcer nos infrastructures et d'améliorer les conditions de vie de notre population. Les défis sont certes nombreux, mais ensemble, avec détermination et solidarité, nous pouvons les surmonter. Je nous invite donc, dans un esprit d'unité et de collaboration, à déclarer recevable ce projet de loi. Ensemble, nous avons la responsabilité d'ouvrir la voie à une croissance inclusive et durable afin d'assurer un développement harmonieux de toutes les provinces et de chaque citoyen congolais. Comme le dit un adage, et cela a d'ailleurs été cité par un honorable député ce soir, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et c'est ensemble que vous et moi et votre gouvernement pourront mettre la République démocratique du Congo sur les rails solides et modernes de son développement, afin que la puissance de la République démocratique du Congo retrouve ses lettres de noblesse et sa place inamovible au cœur de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Je vous remercie une fois de plus pour vos contributions, votre engagement et votre confiance. Travaillons ensemble pour faire de notre vision une réalité en mettant l'intérêt supérieur de notre pays au cœur de chacune de nos actions. Je vous remercie. Merci.
Premier ministre, honorables députés et chers collègues, nous avons tous suivi les réponses que Madame le Premier ministre a apportées à vos préoccupations. Il reste évidemment les détails pour les questions spécifiques qui ont été relevées par certains députés qu'il faudra absolument que le secrétariat qui a enregistré les députés, parce que nous avons un système informatique ici, toutes vos interventions et tous vos enrichissements qu'aurait oublié le Premier ministre seront transmis par la voie électronique au président de l'ECOFIN. Nous allons donc retrouver tout ce qu'on nous a recommandé par rapport à l'analyse de la dépense, les exonérations et toutes les dépenses qui ne sont pas nécessaires, il faut les supprimer pour, d'un côté, augmenter l'enveloppe de l'amélioration du quotidien des militaires, des enseignants, des professeurs d'université, des fonctionnaires, mais de l'autre côté aussi penser à investir, puisque c'est en investissant qu'on va créer de la richesse. En fait, ils sont des vases communicants. On soigne l'homme, mais on soigne aussi l'outil de production et on augmente la richesse nationale. C'est en faisant cela qu'on va voir effectivement ressortir ce que l'honorable ami ici a souhaité. Souvent nous nous posons la question pourquoi on construit une route aujourd'hui, après une année cette route est détruite, par les mêmes Chinois qui construisent en Angola et en Zambie. Ça signifie que les bureaux de technique, de contrôle et l'agent dirigeant de l'État n'ont pas fait leur travail. Puisqu'à la réception, on doit conformer la route aux déclarations qui se trouvent dans les cahiers des charges. Un autre élément, madame, qui avait été souligné, ça c'est le plus pour vous, c'est pour l'ECOFIN, c'est renforcer effectivement l'indépendance de la Banque centrale. Un gouverneur de la Banque centrale, quand il y a dépassement des crédits, est aussi coupable que tous ceux qui ont dépassé les crédits. Puisqu'au finish, il a l'indépendance, ou il a l'indépendance en tant que caissier de l'État de dire que ceci va perturber ma politique monétaire, on va payer des millions, des milliards en francs congolais. Rassurez-vous, si c'est payé aux entreprises étrangères, c'est derrière la clôture de la Banque centrale que l'échange va avoir lieu. Et Madame la Première ministre va souffrir à stabiliser le taux d'échange en vain. Et nous allons aussi au niveau de l'ECOFIN pour effectivement voir pourquoi Fonarev qui a déjà 11%, on ne peut pas, des redevances minières, on ne peut pas renforcer les crédits des Anser qui a une mission qui touche le social, l'électrification rurale, ce n'est pas une messe en faire. L'autorité de régulation de l'électricité. Donc il y a beaucoup de députés qui sont intervenus, et je connais presque par cœur ceux qui sont intervenus. Pour les jeunes, madame a rencontré ça pour le FOGEC, m'a dit, elle en a parlé. Pour le respect de la passation des marchés que Boris Mbouko a souligné, madame a répondu. Et assurer aussi la cohérence entre les budgets et les réalisations de ces mêmes budgets sur le terrain. Et là, nous avons dit que nous, en tant qu'Assemblée nationale, ce n'est plus l'affaire du gouvernement. Nous allons seulement tous les 3 mois vérifier si ce qu'on a convenu ici, c'est un contrat avec le peuple congolais, c'est une loi, si elle est respectée par tout le monde. On a toujours l'habitude de dire le gouvernement, non. Il y a les gouvernements, les établissements publics et tous ceux qui reçoivent l'argent de l'État doivent faire en sorte que cet argent soit dépensé pour l'objet pour lequel il avait été décaissé au niveau de l'État. Ici, on a posé la question de savoir comment se fait-il que depuis leur jeune tendre enfance, André Lité ont entendu parler du pétrole. Et là, c'est vous, l'ECOFIN, vous allez aider les ministres des hydrocarbures Molendo pour que finalement ce pétrole des lacs Albert, est-ce que c'est un mythe, c'est une réalité? Parce que de l'autre côté, nous savons qu'il y a des installations, il y a même des pipelines qui sont déjà apprêtés. Donc le pétrole, chez nous, peut devenir aussi une véritable richesse. André Lité a posé aussi la question, madame a répondu, des actifs et des occupants.
Puisque ça, c'est... Les gens qui ne connaissent pas cette contraire ne savent pas ce que ça signifie. Sokimo, c'est... En fait, on peut dire que c'est la plus riche mine de l'Afrique. Si pas, vraiment, ça peut concurrencer certains pays. Parce que ça part, en fait, cette richesse-là, Sakima, Sokimo, si vous mettez ensemble, vous avez les Maniema, vous avez les Sud Kivu, vous avez le Nord Kivu, vous avez l'Ituri, vous touchez même le Haut-Ouélé. Alors vous imaginez tout cela ne rapporte rien à l'État. Nous avons des entreprises, quand je siégeais encore au gouvernement et quand j'étais au comité de conjoncture, un jour j'avais sursauté, quand Madame Antoinette, ministre des Mines de l'époque, avait présenté une contribution de l'eau de 500 000 ou 200 000 par mois, je me suis dit mais c'est pas possible. Un simple commerçant donc est plus riche que les redevances que nous devons toucher des sociétés minières étrangères qui se trouvent dans les Hautes-Ouélé. Et là aussi, il y a un travail à faire au niveau des députés pour vérifier dans les Hautes-Ouélé, dans les Kasaï, partout il y a des minéraux, est-ce que vraiment le Congo reçoit ce qui lui revient. Ça aiderait beaucoup le gouvernement. Bon, beaucoup de gens ont parlé, je crois c'est Zuma, de la réhabilitation des chemins de fer d'Aketi, Bouta, Bumba. C'est très important qu'au niveau de l'ECOFIN, vous vous entrez dans les tests. C'est tout à fait normal que Madame le Premier ministre vous réponde dans les différents secteurs, mais nous allons effectivement entrer dans les détails de tout ceci, y compris tout ce que vous avez dit, honorable Eliezer, député national, des moyens conséquents pour lutter contre l'insécurité urbaine. Et le phénomène Corona, Amoulé l'a dit aussi, et je pense que 2 ou 3 députés sont revenus là-dessus. Ça devient non seulement l'affaire de Kinshasa, mais dans toutes les grandes villes, on trouve des éléments où des jeunes gens sans travail. Et la façon, pour moi, je pense, de résoudre ce problème-là, c'est de créer des brigades de production agricole, brigades de construction de routes, brigades de mécaniciens, mais avant cela, ces enfants doivent passer par des centres de formation patriotique comme le service national, où on peut imaginer un truc où ces jeunes ne sont pas en train de demander de la gendarmerie. Parce que dans certains pays, beaucoup de pays africains où nous allons, on ne trouve pas de phénomènes comme ça, où tout le monde est président, puisque quand on vous demande de l'argent, vous devenez tout de suite présent quand vous donnez. Quand vous ne donnez pas les lendemains, vous avez des problèmes avec ces jeunes gens-là. Donc nous devons prendre à bras le corps cette question qui risque de nous compliquer la tâche. Nous avons vu l'affaire de l'Haïti où les gars contrôlent maintenant le pays. Il ne faut pas que ça arrive, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc nous devons prendre déjà cette question dès maintenant. De rémunération des enseignants, des médecins, des professeurs d'université, poursuivre le protocole d'accord de Bibois, Godin en a parlé, Patrick Mouillon en a parlé. Je crois que ce sont des questions aussi qu'il faut ajouter à ce que Madame elle-même a dit. Les médecins et tous les coûts sociaux professionnels. Nous félicitons le gouvernement de penser aux gagne petits et surtout cette régularisation de la situation du personnel de l'État, puisqu'à l'époque, quand j'avais quitté la direction des cabinets de l'État, on avait fait déjà 134 000 régularisations des agents qui étaient induits et non payés. Et là, je vois que le vice-premier ministre Eliaou, pendant son mandat, est allé au-delà, donc j'ai entendu là 178 000. Si on additionne tout ça, ça fait quand même beaucoup, même si ce n'est pas encore les 100%. Pour cela, il faut quand même féliciter le président de la République. Là, c'est un souci, puisque avant, il y a des gens qui ont fait 15 ans, ils sont là, ils n'ont pas de numéro matricule. Nous avons trouvé des gens qui avaient fait 10 ans, ils sont impayés, mais viennent au travail. Mais ils ne peuvent qu'être des agents qui vont demander de l'argent dans les couloirs pour remettre les documents d'état civil et tout cela. C'est embêtant, je crois qu'à ce titre-là, le gouvernement mérite quand même vos applaudissements. Alors, nous avons... Aucun Premier ministre n'est passé aussi d'Oubangui. La question est revenue plusieurs fois. Mais est-ce que vous êtes sûr que tous les premiers sont passés dans tous les territoires de la République démocratique du Congo? Mais c'est le souhait de Sidou Bangui qu'on peut transposer à d'autres provinces parce que beaucoup de gens aimeraient voir
Madame la Première ministre et les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres, les ministres délégués et les vice-ministres le plus possible et souvent sur le terrain. Comme ça, à Kinshasa, ils ne vont pas vivre dans le confort. De temps en temps, ils partagent et ils voient et ils peuvent changer le vécu des Congolais. Et la non-prise en compte de réhabilitation du barrage de Katobo à Uvira qui va jusqu'à Tanganyika, je pense que c'est très important, mais il y a d'autres barrages parsemés à travers le pays. Le ministre de l'hydroélectricité, Madame la Première ministre, vous verrez quand vous allez fouiller auprès du ministre de, je pense, des questions hydrauliques ou hydroélectricité pour le moment. Vous avez changé chaque fois de dénomination, mais il s'agit de Teddy. Il va vous dire les potentiels que nous avons dans ces domaines est tout simplement énorme. 76 000 villages de la République démocratique du Congo ont au moins un cours d'eau qui peut apporter l'électricité à la dimension de ces villages-là. Mais nous allons dans des ouvrages mirobolants et on va. Nous avons des barrages qu'il faut réhabiliter comme Force Bendera. Et quand nous avons des grandes rivières comme Chouapa ou Bangui et consorts, ça fait pitié pour notre pays. Quelqu'un a dit que les poissons mouraient de vieillesse. C'est vrai, pas seulement dans les rivières, mais dans les lacs aussi. Nous avons apprécié, vous pouvez vous asseoir, honorable Moutiki. Honorable Moutiki, j'ai l'habitude de vous donner la parole, mais à ce stade-ci, honorable député, j'ai l'impression que nous ne comprenons pas très bien. Nous disons des choses sans parler. C'est-à-dire quand j'arrive à ce stade-ci, je suis dans une autre planète, en train de donner des orientations. Et là, quoi que vous disiez, vos motions, ça sera à la fin. Mais je tiendrai compte de votre assiduité, ça c'est clair. Alors, au vu des réponses apportées par Madame la Première ministre aux préoccupations des députés et ce que les députés peuvent se prononcer sur effectivement la recevabilité des projets de loi des finances 2025 du gouvernement de la République démocratique du Congo, qui sont pour la recevabilité, qui se manifestent. Merci. Qui sont contre? Il n'y a personne qui est contre. Contre 2 personnes. 2. 3, alors c'est bon. Qui s'abstiennent? 1 personne, 2, 3. C'est bon. Alors, au vu des résultats de vote, l'Assemblée plénière déclare recevable le projet de loi des finances pour l'exercice 2025. Félicitations Madame la Première ministre. Nous pouvons à présent vous libérer avec l'ensemble des membres du gouvernement. Bon, vous vouliez que Madame la Première ministre parte, maintenant vous voulez qu'elle reste avec vous. Madame la Première ministre, merci beaucoup. Messieurs les vice-premiers ministres, messieurs les ministres d'État, messieurs les ministres, messieurs les vice-ministres délégués, messieurs les vice-ministres, félicitations et merci. Merci. Ok. Projet de loi des finances 2025 a été le protocole peut accompagner quand même. Vous pouvez sortir par ici. C'est plus court pour vous. Par la plénière, l'Assemblée nationale et le président de cette chambre basse du Parlement congolais, Vital Kamerhe, vient de libérer la première ministre ainsi que tous les autres membres du gouvernement, Rachel Keta. C'était un travail de longue haleine, plus de 10 heures
de plénière et puis la première ministre a sollicité 35 minutes pour préparer ces éléments de réponse aux préoccupations soulevées par les députés nationaux. Et voilà, moyennant ces éléments de réponse, l'Assemblée nationale a jugé recevable le projet de loi de finances 2025 et renvoyé à la commission ECOFIN, économico-financière, pour intégrer toutes les recommandations formulées par les députés nationaux. Rachel Kepa. chikana mula mataji mbakwata nachi mujumu bachimu cha binu bijuma 25 mbawita buja ko jibachi poto muna fanka munumuzu bachi mondo abukalenga ko bulombo jibwa Vital Kamerhe me ba mafita pa jukuni abo bachi poto muna fanka ba television nkweu mulubo mwanza kujimena kabula mbejo abukalenga bajitonga mamojidite suminwa pa mulubukalenga boenda boso bo convige mushundu kai lokala ni makwenzela lupetol machinga lupetwa